Les mutilations animales, c'est toujours un sujet troublant, surtout quand les mêmes marques de mutilation sont trouvées sur des corps humains. Les premiers cas de mutilation animale ont été rapportés aux États-Unis et au Canada dans les années 50, mais depuis on s'est rendu compte que le phénomène est mondial. Linda Moulton Howe, une journaliste d'investigation assez connue dans le monde de l'ufologie, c'est une des premières personnes qui s'est intéressée sérieusement au phénomène de mutilation animale avec son documentaire A Strange Harvest qu'elle a produit dans les années 80. Le problème avec les cas de mutilation animale, c'est que peu importe l'endroit où ça se produit dans le monde, c'est toujours le même pattern. C'est-à-dire, la plupart du temps, ce sont des vaches ou des chevaux. Les yeux, les oreilles, l'oreille interne, la langue, l'intérieur de la gorge et une partie de la mâchoire sont enlevés avec des entailles extrêmement précises qui laissent aucune trace de sang. L'animal aussi est complètement vidé de son sang. Certaines glandes vont être enlevées, ses organes génitaux et l'anus vont être coupés de façon chirurgicale, une partie du système digestif va être complètement enlevée. Et toutes les blessures sont cautérisées comme si un laser avait été utilisé. Les attaques de loups, de cougars, de coyotes sont exclues parce que, évidemment, une attaque de loup va laisser des traces de déchirure. Ici, c'est très précis comme blessure. En fait, c'est la première chose que les enquêteurs vont regarder quand ils vont arriver sur une scène de mutilation. C'est-à-dire comment l'animal est mort. Est-ce que l'animal est mort de façon naturelle? Est-ce qu'il y a eu des traces au sol, des traces de prédation? Est-ce qu'il y a eu une attaque sur l'animal? Mais dans les cas qui nous intéressent ici, c'est pas de la prédation animale et c'est certainement pas des morts naturelles. En fait, il y a tellement aucune piste, aucune trace, ce qui nous ferait croire en fait que le phénomène serait d'origine humaine. Mais c'est justement là le problème, c'est qu'il y a tellement pas de piste, il n'y a aucune trace de pas, aucune empreinte de pas, aucune empreinte de pneu, rien. Il n'y a rien qui se rend à la carcasse, il n'y a rien qui vient de la carcasse, aucune piste. C'est comme si l'animal avait tout simplement été déposé là. Les seules traces qu'on n'a jamais découvertes à côté des carcasses des corps des animaux, c'est 3 petites empreintes circulaires espacées de plusieurs pieds. Et je me demande sincèrement quel genre d'appareil, quel genre d'instrument peut faire ce genre de traces. Quand on va examiner les animaux en laboratoire, les chercheurs vont découvrir que ce qui cause les mutilations, c'est un objet métallique qui est capable de suctionner les organes et il y a certainement un embout au laser pour cauteriser les plaies. Souvent, avant qu'il y ait des cas de mutilation animale, il va y avoir des témoins qui vont avoir des observations d'ovnis. La plupart du temps, ça va être une boule de lumière dans laquelle plusieurs autres petites boules de lumière vont sortir et vont se diriger au sol. Is that UFO stuff? Oh my god, I can see a little bit. Oh my god, what the hell is that? Oh my god. Oh my god. I don't want to get that close. 3. Oh shit. You think that's... I'm pointing. Oh my god. What's that, Chinese lantern? Oh my god, that's scary. Oh my god, I'm gonna move back. I'm gonna get behind you guys. Hold on, I can't really... See what? Il va y avoir aussi des observations d'hélicoptères noirs avant ou après une mutilation. Le problème avec ces hélicoptères-là, c'est que les témoins vont dire qu'ils n'émettent aucun son en sort. Avec les observations d'hélicoptères, on aurait tendance à se dire, ben voilà, c'est le gouvernement ou une faction du gouvernement qui est à l'origine des mutilations animales. Et même si le gouvernement avait une technologie anti-son et qu'il l'appliquerait à ses hélicoptères, juste le fait de voir les hélicoptères, les animaux se sauveraient. Et même s'il n'y a pas de son, le vent des hélices lui-même pourrait faire peur aux animaux. Et pas juste ça, c'est qu'il y a des cas de mutilation qui arrivent en plein jour. Les fermiers ou les ranchers vont voir leur bétail, tout va bien, ils s'en vont quelques heures, ils reviennent et il y a une mutilation. S'il y avait eu un hélicoptère, aussi silencieuse qu'elle soit, quelqu'un aurait aperçu quelque chose. Il y a aussi d'autres cas de mutilation qui se produisent juste à côté des propriétés des fermiers ou des ranchers. Un exemple que je pourrais donner, c'est qu'un soir, un fermier va se coucher, regarde par la fenêtre et aperçoit un de ses chevaux qui est pas très loin. Le lendemain matin, il va se réveiller et va se rendre compte que l'animal est complètement mutilé. Le problème ici, c'est que ça se passe durant l'été. L'été, il fait chaud. Le propriétaire a laissé ses fenêtres ouvertes. Lui et sa famille n'ont rien entendu. En plus de ça, il y a des employés qui couchaient dans des roulottes pas très loin. Eux aussi dormaient avec les fenêtres ouvertes. Et eux aussi ont absolument rien entendu. J'ai comme l'impression que les hélicoptères que les gens observent, c'est pas vraiment des hélicoptères. Puis si on prend la thèse que c'est une faction ou le gouvernement qui fait ça, ou l'armée, mais pourquoi que l'armée ou le gouvernement prendrait des ressources pour aller chercher un animal qui lui appartient pas quand il pourrait tout simplement l'acheter ou en faire lui-même l'élevage? Ça fait pas vraiment de sens. Même chose pour les cultes, parce que les cultes sont souvent accusés d'avoir commis ces mutilations-là. Le problème, c'est qu'encore une fois, des mutilations, ça arrive durant le jour, sous le nez des ranchers et des propriétaires, sans que personne ne voit rien, sans trace de véhicule, sans rien. Fait que si c'est un culte qui fait ça, c'est le culte le mieux organisé au monde, avec des ressources et une technologie inconnue. Comme j'ai dit en début de vidéo, ce qui est encore plus troublant que des mutilations animales,
c'est quand les mutilations se transposent aux êtres humains. Des cas de mutilation humaine, il y en a. Il n'y en a pas une tonne, mais il y en a. Puis s'il n'y en a pas une tonne, d'après moi, c'est parce qu'on trouve juste pas les corps. Probablement le premier cas de mutilation humaine connu, c'est celui de Jonathan Lovett, sergent dans l'armée américaine qui servait à White Sands Missile Range au Nouveau-Mexique. Après des tests de tir, le sergent Jonathan Lovett et son supérieur, le major William Cunningham, ont pour mission d'aller récupérer un missile qui se serait écrasé plus tôt dans la journée. Les deux embarquent dans un Jeep, se dirigent à l'endroit où ils croient que le missile s'est écrasé. Les deux hommes vont commencer à chercher le missile, puis à un moment donné, ils vont se séparer. Après un certain temps, le major Cunningham se pose des questions sur la position du sergent Lovett. Étant donné que ça fait déjà un bout qu'il l'a pas vu, il décide de retracer ses pas. En retraçant ses pas, il entend un cri d'agonie, un cri d'horreur. Le major commence à courir en direction des cris, fait le tour d'une petite colline et tombe face à face avec le sergent Lovett. Ce que le major voit, c'est que le sergent Lovett se fait aspirer dans un disque qui est en suspension dans les airs, un disque métallique rond. Et le sergent Lovett se fait aspirer par les pieds par une sorte de bras mécanique. Le major va être témoin du sergent Lovett qui se fait aspirer à l'intérieur du disque. Une fois que le sergent est à l'intérieur du disque, le disque disparaît dans le ciel. Le major est sous choc, retourne en courant au Jeep, appelle des renforts. Les renforts arrivent. Le major raconte l'histoire. Évidemment, les renforts ne croient pas à l'histoire du major. Ils vont ramener le major à la base. Ils vont le garder en détention pour questionnement. L'armée va ensuite envoyer des recherches pour trouver le sergent Lovett. 3 jours vont passer, ils vont finalement retrouver le sergent Lovett, au moins à 20 km de sa dernière position. Il va avoir tous les signes qui se rapportent aux mutilations animales sur son corps, c'est-à-dire il va avoir une partie de la mâchoire manquante. La langue, les yeux, l'oreille interne vont être coupées. Ses parties génitales, son anus vont être enlevés. Une partie de ses organes internes vont être aussi enlevés. Et tout son sang va avoir été complètement drainé de son corps. L'armée va lancer une enquête, ils vont accuser le major d'avoir tué le sergent Lovett. Évidemment, ils vont se rendre compte assez vite que ça va être impossible pour le Major Cunningham d'avoir découpé aussi précisément le sergent Lovett en si peu de temps, et aussi de l'avoir déplacé à 20 km de sa dernière position. Les charges contre Cunningham vont tomber. Évidemment, l'armée américaine va nier complètement l'incident. L'armée va donc relâcher le Major Cunningham et va lui permettre de quitter l'armée quelques temps plus tard après l'accident. En 1979, près de la ville de Jérôme en Idaho, aux États-Unis, 2 chasseurs vont tomber subitement sur le corps d'un homme mutilé. Le corps va être trouvé dans un endroit difficile d'accès. Il va seulement avoir une paire de caleçons et il va porter tous les signes de mutilation animale. En plus des mutilations, les chasseurs vont remarquer que la plante de ses pieds est impeccable, c'est-à-dire que pour un homme qui est trouvé au milieu de nulle part et qui aurait dû marcher dans la forêt, eh bien, ses pieds sont impeccables, aucune égratignure, aucune salissure. Les chasseurs vont communiquer avec les autorités. Les autorités vont faire une recherche, vont trouver les affaires personnelles de l'homme à des kilomètres à la ronde. Ici, je vais faire un petit parallèle avec le phénomène Missing 411. Si vous ne savez pas c'est quoi le phénomène Missing 411, allez voir ma première vidéo, c'est ça que je parle en long et en large. Un des critères du phénomène Missing 411, c'est que les gens qui sont disparus en forêt sont souvent retrouvés sans leurs souliers, et souvent les pieds comportent aucun signe de blessure qui serait consistant avec quelqu'un qui a marché longtemps nu-pied en forêt. Ça, c'est comme si l'homme avait tout simplement été déposé là. Il faut dire aussi que l'endroit où l'homme a été retrouvé a eu son lot d'observations de lumière étrange dans le ciel et d'ovnis. Même chose pour les mutilations animales. Il y a beaucoup de cas de mutilations animales dans ce coin-là. Au début des années 2000, des policiers sont appelés sur les lieux d'un accident de voiture. Sur place, les policiers sont incapables de trouver la victime de l'accident. Les policiers vont aussi contacter un enquêteur du MUFON. Pourquoi avoir contacté un enquêteur du MUFON? Parce qu'il y a des témoins sur place qui ont dit qu'ils avaient vu des lumières dans le ciel, des lumières étranges, juste au-dessus de la colline, juste à côté de l'accident. Donc l'enquêteur va se rendre sur place. Et lui va se rendre sur la colline où les gens ont dit avoir vu des lumières dans le ciel. Et il va trouver le corps d'un jeune homme de 19 ans, complètement mutilé. Mâchoire manquante, la langue, les yeux, les oreilles, l'oreille interne, les intestins, le sang complètement drainé, les parties génitales enlevées. Ce qui est encore plus étrange dans ce cas-là, c'est que c'est comme si la voiture avait eu un conducteur, puis tout d'un coup, n'en avait plus. Comme si la personne s'était juste volatilisée au volant. La voiture a continué, il y a eu un accident, et lui, le jeune, on l'a retrouvé plus loin sur une colline. Il faut se demander ici, qui a la capacité, qui a la technologie pour enlever quelqu'un au volant de son véhicule en mouvement? Et ces gens-là, ces cas-là que je parle, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Est-ce qu'il y avait quelque chose en commun? Ou bien ils étaient tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment? Mais ce qui est encore plus troublant, ce qui est encore plus étrange, c'est quand les docteurs, les coroners vont faire des autopsies sur les corps des gens mutilés. Ils vont se rendre compte en regardant leur cerveau que les gens étaient vivants lors de la mutilation.
D'une façon ou d'une autre, ils sont retenus malgré eux. Et ils restent vivants assez longtemps pour subir ces blessures-là. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Pendant qu'ils se faisaient enlever une partie de la mâchoire, pendant qu'ils se faisaient enlever une partie de la langue, les yeux, l'oreille interne, les gens étaient vivants et conscients. Ils étaient maintenus en place d'une façon ou d'une autre, mais les gens étaient vivants. Et en fait, même sur les animaux mutilés, on se rend compte que oui, les animaux sont vivants quand ils se font mutiler. Et c'est à se demander, ceux qui font ça, ceux qui font les mutilations, qu'est-ce qu'ils font avec les organes, qu'est-ce qu'ils font avec le sang, à quoi ça leur sert? Je vais donc terminer la vidéo en citant Butch Witowski, un enquêteur aux homicides qui a enquêté sur les mutilations humaines aux États-Unis. Si jamais près de vous, vous voyez des lumières dans le ciel ou quelque chose d'anormal, partez! Hey, merci de vous être rendu jusqu'à la fin de la vidéo. Si ce genre de sujet-là vous intéresse, ben abonnez-vous à ma chaîne parce que des sujets comme ça sur le paranormal, je vais en faire d'autres, je vais faire d'autres vidéos dans ce style-là. Plusieurs autres sujets qui me viennent en tête, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Puis je vous dis ben merci encore d'avoir écouté et à la prochaine.